Salut à tous, c'est un numéro exceptionnel de Pressentiment, un de plus avec un journaliste qui est en bord de terrain pour les matchs importants, à la radio, à la télé, bref, il est partout. Mesdames, messieurs, Mohamed Bouafsi est dans Pressentiment. Top générique. Mohamed, bonjour. Bonjour Eric. Merci de prendre quelques minutes de ton temps. C'est pas facile de t'attraper, entre guillemets, mais au moins tu respectes ton engagement et je voudrais vraiment te remercier pour cela. Deux séries de questions pour mieux apprendre à connaître le journalisme, mais aussi l'homme et sa passion du foot, mais peut-être au-delà du foot, ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer, et puis comprendre un peu comment ta carrière s'articule, parce que force est de constater qu'elle est juste formidable. Il n'y a aucun propos démagogique dans ce que je dis. Quand on voit l'âge que tu as, ce que tu fais, comment tu le fais, les responsabilités qui sont les tiennes, c'est juste génial. Alors, c'est bien, c'est du direct, c'est pas un souci. C'est un symbole. Ma première question, ouais, très bien. Ma première question, Mohamed, c'est de te demander ton numéro de carte de presse. 119 857. Tu le connais par cœur, c'est une évidence. Oui, je le connais par cœur parce que déjà, j'ai mis quelques temps à l'avoir parce que j'étais stagiaire, que je n'ai pas fait d'école de journalisme reconnue par la profession. Et donc, pour moi, c'était vraiment une sorte de petit Graal d'avoir cette carte de presse et c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Tu as démarré en tant que stagiaire à Canal, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on s'appelle Mohamed Bouafsi, on montre encore sa carte de presse ou on n'en a plus besoin? Non, on ne la montre pas dans les endroits où on travaille parce que les gens te reconnaissent et sont habitués de te voir très souvent. Non, je la montre plus, mais je l'ai toujours avec moi. Elle est dans mon portefeuille. Elle est toujours bien affichée. Elle est entre ma carte bleue et ma carte d'identité. Elle est là, ma carte de presse. Elle est toujours avec moi parce que c'est un élément important. Et c'est une fierté. C'est une fierté d'être journaliste, d'emboîter le chemin de légende du journalisme. Et moi, je n'aime pas utiliser le mot journaliste sportif. Enfin, je n'aime pas les termes journaliste sportif. Pour moi, on est journaliste de sport parce que journaliste sportif, je trouve ça un peu réducteur. Et souvent, on a une image un peu de journaliste sportif. Voilà, c'est pour donner des notes, etc. Non, le journaliste de sport, c'est quelqu'un qui peut être sur tous les domaines, qui peut travailler sur tous les sujets. Et d'ailleurs, des légendes des médias ont commencé par le journalisme de sport. Je peux citer Michel Denisot, Michel Drucker, tous ces gens-là, voilà, ont marqué les gens, mais ils ont commencé par ça. Et d'ailleurs, on voit, c'est assez drôle parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de directeurs de rédaction qui ont commencé par le sport et par le foot plus particulièrement. Donc ça aussi, c'est une fierté, mais ma carte de presse est toujours avec moi. Tu as dit entre la carte bleue, on peut dire la carte gold maintenant, vu les responsabilités qui sont les tiennes. Oui, je l'ai parce qu'il y a beaucoup de voyages, hein, c'est tout. Hein. Sinon, je serais resté avec la carte électron, hein, qui m'a suivi pendant de longues années. J'évoquais l'homme tout à l'heure en évoquant cette émission de pressentiment, donc les sentiments des hommes, des femmes et des hommes de la presse. Ça veut dire que l'homme est faillible et a aussi des goûts. Et tu vas voir pourquoi cette introduction. Est-ce que Mohamed Bouafsi supporte un club en France? Et si oui, lequel? Alors, j'essaie toujours de contourner cette question, de la dribbler très souvent, parce que ma plus grande fierté, c'est quand les Parisiens croient que je suis Marseillais, que les Marseillais croient que je suis Parisien, et que les Lyonnais croient que je suis Parisien, Marseillais ou Stéphanois. Bon, les supporters des Girondins de Bordeaux, je ne sais pas s'ils connaissent mon club. Oui, j'ai eu un club de cœur quand j'étais enfant. Ça reste un club que j'apprécie parce que je pense que on peut être objectif sans pour autant nier les amours du passé, sans pour autant nier les souvenirs d'enfance. Moi, je suis un passionné de football. Pour moi, c'est le plus beau sport au monde. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Donc oui, j'ai une affection plus particulière pour un club, ce qui n'empêche pas le fait que je suis souvent plus difficile et plus exigeant avec ces clubs-là. C'est un club avec une étoile ou pas du tout? Il y a beaucoup de clubs en France qui ont une étoile. Voilà, ok, c'est bon, on a compris la réponse. Est-ce qu'il y a un mentor qui t'a donné envie de faire ce métier? Est-ce qu'il y a un homme, un personnage qui a été un déclencheur chez toi?
Pas forcément. Je répète souvent qu'il y a des gens qui ont été pour moi des mentors dans ma vie professionnelle. Je peux citer François Pesanti, Daniel Riolo, des gens qui m'ont accompagné dans ma carrière. Mais je n'ai pas eu un homme pour lequel je me suis dit, quand j'étais enfant, ah, j'ai envie de devenir journaliste sportif pour lui. En fait, ce qui m'a plu dans le métier de journaliste de sport, c'était de se dire qu'on pouvait transmettre des émotions. Moi, j'étais fan de foot. J'aurais rêvé être footballeur professionnel. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que c'est un sport tellement génial. Et quand je joue encore au foot aujourd'hui, j'ai une passion débordante pour ce sport. Mais j'ai pas eu, quand j'étais jeune, voilà, l'image de quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier. Je voulais faire ce métier par rapport à tout ce qui régnait dans l'environnement du football, aux émotions. Moi, mon rêve, c'était de faire une Coupe du Monde. J'ai eu la chance de la faire très jeune et de suivre les Bleus, qui est pour moi le Graal. Je crois que c'est Thierry Roland qui disait il n'y a rien de plus fort que de suivre une Coupe du Monde avec l'équipe de France parce que c'est un pays qui est tout entier. On vit une aventure humaine. J'ai eu la chance de vivre 2 Coupes du Monde comme ça. Donc 2014 au Brésil où on allait en quart de finale et surtout la chance qu'on la gagne en 2018 et d'être là-bas en Russie. Donc j'avais pas de mentor, j'avais pas de personnage qui m'a donné envie de faire ce métier. En revanche, il y a des personnages qui m'ont poussé, oui, à le faire, qui m'ont impressionné, qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune. Je peux citer Thierry Gilardi, paix à son âme, qui pour moi a été quelqu'un de grandiose, quelqu'un d'incroyable. Hervé Matou, je le trouvais tellement simple, tellement facile quand j'étais plus jeune. Après, il y a eu ma période surtout radio, où j'écoutais, moi je suis un jeune vieux, hein, donc j'écoutais Jean-Jacques Bourdin tous les matins alors que j'avais 10, 12 ans, 14 ans. Et ensuite, cette période où j'écoutais beaucoup RMC, l'after-foot avec Gilbert Bribois et surtout Daniel Riolo. Voilà, tous ces gens-là qui avaient cette liberté de ton, cette liberté de m'énerver, de me mettre en colère parce que je n'étais pas d'accord avec eux, ou parfois de me dire, mais ils sont incroyables, ils ont entièrement raison. Donc ça m'a donné envie, mais ce n'est pas forcément une personnalité en particulier. Et très corporate quand même, hein. Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Pesanti, même si effectivement François Pesanti. François Pesanti, je ne peux pas ne pas le citer, c'est mon père spirituel. Voilà, c'est lui qui m'a donné toutes ses responsabilités. Je pense que je l'ai mérité et c'est quelqu'un qui m'a toujours porté, qui m'a toujours donné sa confiance, qui m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé et c'est quelqu'un de formidable. Le succès d'RMC Sport et d'RMC en radio dans le sport, c'est François Pesanti. François Pesanti a été un chef exceptionnel et il a marqué l'histoire d'RMC et c'est un homme de radio formidable et il a une carrière incroyable. Donc encore aujourd'hui, j'ai des échanges avec lui parce que juste avoir son avis, ça permet de mieux avancer dans la vie. Mais c'est vrai que moi, je suis très corporate, j'adore ma boîte, j'adore RMC. J'ai eu la chance, et je le dis, de travailler et de rester dans ma boîte parce que je sens cette bonne ambiance. Parfois, on ne mesure pas l'ambiance dans laquelle on vit au travail et celle-là, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont géniaux et je suis corporate parce que j'aime les gens avec lesquels je bosse et avec lesquels je travaille. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important cette fidélité, cette loyauté. Le jour où je partirai d'RMC ou du groupe RMC BFM TV Altis, je voudrais que ça soit par la grande porte et pas en catimini, discrètement, comme j'allais dire un traitement, c'est exagéré, mais voilà, j'aimerais partir avec les hommages et me dire que j'aurai aussi de belles choses ici, quoi. 2 remarques à ce que tu viens de dire. La première, c'est rappeler que ce soit Gilbert Bribois, Daniel Riolo ou même Jean Rességuier ont fait pressentiment. Donc, vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, leur émission sur ma chaîne. Et puis, la deuxième chose, c'est que tu dis souvent, je dis souvent, c'est-à-dire que les questions que je t'ai posées, tu les as déjà eues. Je vais essayer de faire en sorte que les prochaines soient nouvelles pour toi. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse puisque tu parles des journalistes. Je voudrais saluer d'abord Guillaume Dufy de l'équipe qui adore ce que tu fais. Je te le dis parce qu'il me l'a dit quand. Donc voilà, je ne sais pas les relations que tu as avec lui, mais je voulais te le dire. Et la deuxième, c'est quelqu'un avec qui j'ai aussi pas mal travaillé, qui s'appelle Jérôme Roten, qui dit que tu as le carnet de téléphone le plus improbable du foot en France. C'est-à-dire qu'il paraît que tu as tous les téléphones de tous les footeux possibles. Si je te dis Michel Platini, Karim Benzema et Zinedine Zidane, tu as les 3 numéros de ces 3 bonhommes? Oui, je crois que je dois en avoir 2 sur 3. Zidane, oui.
Platini, oui. Karim Benzema, à moins qu'il ait changé, oui, je les ai. Mais le plus important, Eric, pour ceux qui nous regardent, je dis souvent, le plus important, c'est pas d'avoir les numéros. Le plus important, c'est que les gens répondent. Voilà. Par exemple, tu citais Guillaume Dufy. Guillaume Dufy, moi, je le respecte beaucoup parce que c'est un journaliste d'investigation et c'est un journaliste qui donne des informations. Et je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Moi, quand j'étais plus jeune, et encore, on me le dit parfois quand je croise des gens dans la rue, ils me disent, ouais, mais pourquoi vous commentez pas de match? Mais parce qu'il y a des gens qui savent le faire avec brio, avec talent, des gens. Toi, tu pourrais le faire parce que tu transmets une émotion, parce que tu as une voix parce que tu es capable de t'enflammer sur un but des Girondins, tu es capable de vivre une émotion. Et moi, je ne me sens pas de le faire. C'est-à-dire que moi, dire but, comme le fait Jeannot aussi bien, avoir cette voix-là, cette capacité de décryptage, d'analyse, comment dire, d'écrire un match, etc. C'est un vrai travail, c'est une vraie expertise. Moi, je respecte plutôt une autre facette du métier, comme celle-là, mais c'est plutôt de donner des informations et d'avoir de belles interviews et donc de faire de l'investigation, de transmettre des infos en exclu avant les autres. Et c'est pour ça que je respecte beaucoup Guillaume à l'équipe et qu'il y a, voilà, il y a une concurrence qui est saine entre l'équipe et nous, parce que le plus important, c'est pas les 6000 numéros que j'ai dans mon téléphone, j'ai 6500 numéros de téléphone. Le plus important, c'est quand l'autre personne qu'on appelle voit Mohamed Bouafsi s'afficher sur son téléphone et qu'elle réponde. C'est ça la chose la plus importante. Parce qu'on peut avoir le numéro de Zidane, de Platini, de Didier Deschamps, de Cristiano Ronaldo, mais si la personne ne répond pas, ça ne sert à rien du tout. Ma fierté, c'est quand même d'avoir noué cette relation avec ces 6000 contacts quasiment. Et ma plus grande fierté, c'est de ne pas avoir d'ennemis dans le milieu du foot. Alors oui, je peux avoir des gens qui m'aiment pas dans le public, dans le grand public, etc. Oui, je peux avoir des journalistes peut-être qui ne m'apprécient pas. C'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas faire l'unanimité. En revanche, dans le football, ma plus grande fierté, c'est que j'ai pas d'ennemis. C'est-à-dire que j'ai pas un dirigeant, j'ai un joueur, un agent qui va dire ah Mohamed Bouafsi c'est un salaud, Mohamed Bouafsi c'est un traître, Mohamed Bouafsi il m'a fait à l'envers. Voilà, j'ai pas de ça parce que on peut se dire les choses. Parfois, c'est très chaud avec certains dirigeants. Thomas Tuchel, il y a encore 10 jours à l'antenne sur RMC Sport, je me suis parfois chauffé avec Jean-Michel Aulas. Il y a eu des moments parfois durs. Tiens, on parle de l'actu avec Frédéric Longuepé, le président des Girondins de Bordeaux. Mais en revanche, il n'y en a aucun qui peut dire ah ben Mohamed Bouafsi, je l'aime pas parce qu'il me l'a fait à l'envers. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Ma sincérité et ma franchise. Je dis les choses. Ça plaît, ça plaît pas, on échange, mais en revanche, je trahirai jamais quelqu'un pour une info, je le répète très souvent, et je pense que c'est ça qui a fait mon succès. Moi, je dis souvent, je préfère rater une info et en gagner 9. Voilà, c'est le monde du foot, c'est un tout petit milieu. Et si on trahit une personne, ou deux, trois, quatre, à la fin, au bout de quoi? Quelques mois, on va perdre tout le monde. Et donc, c'est la chose la plus importante pour moi de garder ces relations pendant 20 ans. J'ai pas de honte à le dire parce qu'il y a souvent un débat, etc. J'ai des amis dans le football. Et je leur dis très souvent, vaut mieux que ce soit moi qui sorte l'information et qui explique ce qui s'est passé plutôt qu'un autre journaliste qui n'est pas votre version et qui, en gros, fasse un papier à charge. Et je refuse le thème de dire on n'est pas objectif avec ses amis, etc. Oui, parfois c'est gênant, parfois ça fait mal, mais on est objectif. On est objectif parce que la première personne qui sait qu'elle n'a pas fait un bon match, c'est le joueur de foot. La première personne qui sait qu'elle n'a pas fait une bonne interview, c'est un dirigeant. C'est comme moi, je sais tout de suite si j'ai fait une bonne ou une mauvaise émission. Donc voilà, ça c'est la chose la plus importante. Et je fais parfois un parallèle avec la politique. On croit quoi? En politique, c'est la même chose. Les journalistes politiques déjeunent avec les hommes politiques et les femmes politiques et ont des informations comme ça. Et parfois, certains sont même des amis et le cachent bien. Donc moi, je ne revendique pas mes amitiés dans le football. Certains le font, pas moi. Mais en revanche, je ne mentirai jamais sur ma relation avec certains et je ne trahirai jamais certains contacts ou certaines sources uniquement pour de l'information. On va reprendre à la chronologie. Est-ce que tu peux nous rappeler ta première fois à l'échelle professionnelle? Le premier événement, le premier match où tu as pris le micro, quel était-il et quel souvenir en as-tu? Alors là, ça c'est compliqué comme question. C'est la réponse qui va l'être, pas la question. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas de souvenir du premier match. Tiens, parce que ça me vient en tête, j'ai le souvenir d'un Bordeaux-Évian en finale de Coupe de France où j'étais sur le bord du terrain en radio pour faire vivre le match. Et Bordeaux avait gagné la Coupe de France, c'est ça.
Bordeaux avait Oui. gagné la Coupe de France. On avait vécu un super match. Je ne sais plus quelle année c'était. Mais après, j'ai des super souvenirs. Mes premiers gros souvenirs, 2013, je suis au stade pour France-Ukraine. Mais avant ça, je suis rentré à RMC en Le fin 2010, 3-0. ouais, fin 2010, début 2011. J'ai été à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013, où là, j'ai vraiment pris le micro. C'était top. Non, mais mes premiers souvenirs sont autour de ces années-là, 2012, d'être vraiment au micro et responsable de l'antenne. Est-ce que tu te souviens de et quelle est-elle, si c'est le cas, de ta plus grosse bourde que tu aies pu faire à l'antenne? Euh, j'ai jamais commis de bourde à l'antenne, de grosses bourdes, mais j'ai commis une énorme bourde en stage RMC. Voilà. Et je crois que je l'ai jamais raconté ça. Tiens, ça Ah, fera. c'est un scoop! Ouais, tu vois, ça va te faire rire sans doute, Eric. D'ailleurs, souvent certains se foutent de moi à la rédac sur cet élément-là. Après, ceux qui le savent et ceux qui sont là depuis ces années-là. Mais en 2011, je suis en stage à RMC et il y a le directeur de la rédaction de l'époque qui me dit tu sais tourner avec une caméra. Alors, bien évidemment, moi je retiens la phrase de Belmondo, je crois qu'il disait faut jamais paraître surpris, faut toujours dire oui. Donc moi, bien évidemment que je sais tenir une caméra, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'étais en stage et Marc Benoît travaillait encore à RMC, maintenant il est à Téléfoot la chaîne, et donc on va faire une interview de Kevin Gamero qui vient de signer au PSG. Et c'est une exclue totale, c'est une exclue pour RMC. Et donc, je fais l'interview avec la caméra. Et donc, il fallait filmer pour le site internet parce que ça pouvait intéresser BFM parce que c'était quand même Kevin Gamero, un gros transfert à l'époque pour le PSG. Hein. Il venait de Lorient. Et donc, je tourne l'interview. Et donc, tout va bien. Il dit sa joie. Il arrive. Il est content de signer au PSG. C'est un gros coup. Hein. C'est un très gros coup pour RMC. Et je rentre à la rédac et je transfère le fichier de la caméra sur l'ordinateur. Et là, il n'y a pas de son. Voilà. Pas de son. Pas de son. Il y a l'image, mais il n'y a aucun son. Voilà. Et en fait, c'était le micro ambiance qui avait récupéré le son. Donc, en plus, il y avait un ventilateur juste à côté, donc c'était n'importe quoi. J'avais pas le son du micro de Kevin Gamero, le micro cravate, et je me suis fait défoncer. Je crois que j'étais pas loin, j'étais vraiment au bord des pleurs. Pourtant, j'avais 21 ans, 20 ans, donc j'étais grand, j'étais pas un enfant. Je m'étais fait défoncer par le directeur de la rédaction, mais c'était même allé un peu trop loin, qui m'avait vraiment limite humilié. Et C'était Lanou à l'époque? non, 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 Franck Lanoux, il est beaucoup plus bienveillant, etc. On n'a pas besoin de citer son nom, il se reconnaîtra. Et j'avais vraiment mal vécu le truc. J'avais passé 5 heures avec un chef opérateur de BFM pour essayer de récupérer le son, au moins pour l'interview écrite. On était rentré à 18 heures, j'avais quitté le bureau à minuit. Et l'élément le plus fou, c'est qu'à l'époque, ce directeur de la rédaction qui a eu du nez quand même, me dit, c'était un vendredi, mon stage se terminait le dimanche. Et il me dit, tu ne remettras plus jamais les pieds à RMC. Voilà. Donc, à ce moment-là, je suis rentré à la maison, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Je suis parti du bureau, il était minuit. Il m'avait lâché à 20 heures juste avant de rentrer chez lui. Tu ne remettras plus jamais les pieds à RMC. Et en gros, mon stage se terminait 48 heures après. Voilà. Et je peux te dire que je l'ai très, très mal vécu. Et encore aujourd'hui, je repense à cette histoire avec le sourire. Mais quand je repense à mon état d'esprit juste après, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et quelques semaines plus tard, ce directeur de la rédaction a quitté la rédaction de RMC. J'ai vu quelques jours après que Marc Benoît avait refait une interview de Kevin Gamero avec du son. Il avait réussi à choper encore une fois l'interview. Il lui avait dit voilà, Kevin, on n'a pas eu de son, c'est un stagiaire qui a fait une erreur. Et Marc Benoît est parti à Téléfoot. Et en partant à Téléfoot, il a libéré un poste. Il y a un journaliste qui s'appelait Alexandre Rigounet, qui était adorable, qui était sympathique, qui m'a beaucoup conseillé en quelques semaines, même s'il est resté que quelques semaines chez nous. Il m'a beaucoup donné. Il est parti et c'est là que ça a créé un poste à RMC. Et je vais te redonner une petite exclue. À l'époque, RMC voulait recruter Guillaume Dufy. Voilà. Et je crois que c'est pas un secret de polichinelle. Je crois qu'il va pas m'en vouloir de raconter ça parce que c'est quand même plutôt positif. Ça voulait dire qu'il faisait déjà du bon travail. Et finalement, je crois que ça ne s'était pas fait. Et c'est moi qui ai pu me glisser dans la brèche et qui ai pu avoir comme ça mon CDI. En une phrase, t'en tires quoi comme conclusion, comme morale de cette histoire? J'en tire deux choses.
La première, c'est toujours vérifier quand on fait les choses. Toujours vérifier, revérifier. Moi, je suis hypochondriaque, donc en plus, j'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais toujours faire attention. Moi, dès que j'ai mal au bras gauche, je crois que je fais un arrêt cardiaque, donc je suis un fou furieux. Donc en gros, je me suis dit ce jour-là, j'aurais dû vérifier pour éviter de me mettre un coup de stress. Et j'ai pas assez vérifié, j'ai pas été assez exigeant. Et c'est pour ça que je suis très exigeant avec moi-même, notamment autour des informations. Parfois, je rate des informations que j'ai depuis plusieurs heures parce que je veux vérifier, parce que je veux attendre une quatrième source, je veux attendre d'être béton. Et c'est aussi ma force parce que j'ai pas de casserole d'informations aux fesses, tu vois. Mais parfois, je rate des infos à cause de ça. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième élément que j'ai retenu, c'est le comportement. Comment se comporter aussi si j'étais chef, je suis manager aujourd'hui, mais si ça arrivait à un stagiaire. Et j'aimerais pas, et je ne ferai jamais ce que j'ai vécu à ce moment-là, je ne le referai plus jamais à quelqu'un. Je ne le ferai, pardon, plus jamais à quelqu'un si ça arrivait aujourd'hui avec moi comme chef. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'être humilié, l'impression de servir à rien et qu'on ne mesure pas le fait qu'un stagiaire peut faire une erreur. Et c'est pour ça que j'ai une certaine forme de clémence aujourd'hui avec les stagiaires parce qu'on est là pour apprendre et ils sont là pour apprendre. Et donc, dans la façon de voir les choses, la façon de me comporter, ça a été pour moi un élément très important de me dire que si j'étais amené à être un jour un manager, je me disais ça à l'époque, ben, je me comporterai jamais comme ça. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et je pense avoir une attitude respectueuse et surtout pédagogique. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Mohamed, il nous reste 2 questions dans cette première série. La première des deux, c'est je vais te demander s'il y a un événement sportif. Alors, tu as parlé de la Coupe du Monde, peut-être que c'est dans cette direction-là, mais est-ce qu'il y a un événement sportif qui t'a ému au point de te faire pleurer de joie ou de tristesse? Alors, tu vas être surpris, mais c'est pas la Coupe du Monde 2018. C'est la Coupe du Monde 2013 des moins de 20 ans. Voilà. Ça m'a vraiment ému parce que là aussi, elle se déroule en Turquie avec une génération qui est magnifique, avec Paul Pogba, Florian Thauvin, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Kurt Zouma. Et à l'époque, je suis jeune journaliste et sous les conseils de Jeannot Rességuier, d'ailleurs, et de Laurent Lopez, qui était à l'époque déjà directeur de la rédaction, je crois, je vais à cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et donc, sous l'impulsion de ces deux hommes, François Peranti décide de de me laisser partir en Turquie et de suivre la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et là, j'ai vécu des choses magnifiques. C'est-à-dire qu'il y avait des grands joueurs, mais qui étaient accessibles, en fait. On était très peu à suivre la Coupe du Monde. Il n'y avait que Kevin Laragui de l'AFP. Et je le salue s'il regarde présentement ou s'il tombe sur cette vidéo. On a passé des moments fantastiques à être proche des joueurs, à discuter avec eux, à manger avec eux parfois. En fait, j'avais l'hôtel collé à l'hôtel des joueurs. Il y avait certains membres de leur famille. Et il y avait tout le côté professionnel tout en étant sur un truc accessible. Et c'est ce qui manque à l'équipe de France. Mais je comprends pourquoi ça manque à l'équipe de France. Je comprends pourquoi c'est difficile à l'équipe de France parce qu'il y a 45 journalistes qui vous suivent tout le temps, 50 journalistes. Donc, on ne peut pas avoir ce petit côté… cette proximité. Équipe. Voilà, proximité, ce côté équipe. Et moi, c'était vraiment le cas avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et voilà, j'ai pu me rapprocher de certains joueurs. Et c'était pour moi un moment mais incroyable. Et en fait, l'équipe de France fait une mauvaise phase de poule. Et à ce moment-là, François Peranti me dit « Tu rentres ». Je crois qu'ils perdent contre l'Espagne. Et il me dit « Tu rentres à Paris ». Et je peux te dire que j'ai tout fait dans ma chambre. Tout fait pour convaincre François Peranti de rester là-bas. J'ai appelé Laurent Lopez, qui était le directeur de la rédaction. J'ai pleuré au téléphone. Je lui dis « Il faut rester, il faut rester. Ils vont être champions du monde. Ils vont être champions du monde. Ils vont être champions du monde. Il faut que je reste ici. C'est là que ça se passe. » Et donc, je suis reparti à Paris. Ils ont gagné leur 8e de finale. Ils ont gagné leur quart. Et là, il y a une certaine forme d'émulation, une effervescence avec les Bleus. On était en plein été, il n'y avait pas d'événement sportif. Donc là, les gens ont commencé à s'intéresser à cette équipe de France qui devenait intéressante. Il y avait le transfert de Thauvin et Marseille qui le voulait. Pogba, c'était déjà un bon joueur. Il était déjà à la Juve. Donc, il y avait quelque chose autour d'eux. Samuel Umtiti jouait à Lyon. Kurt Zouma, il jouait à Saint-Etienne. Donc, il commence à se passer quelque chose autour d'eux. Et là, François Peranti cède et dit tu repars. Et je leur dis vous avez vu, vous avez voulu que je rentre pour des économies. Et là, finalement, le billet d'avion, il va vous coûter plus cher que si j'étais resté en Turquie. Et donc, je reste là-bas. Je repars là-bas.
et on fait les quarts de finale, enfin la demi. Ils arrivent en finale contre l'Uruguay. Séance de tir au but, une tension incroyable dans le stade. Et là, ça gagne. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression De d'être faire champion du partie monde. du groupe. Ah oui. Ouais, j'ai pleuré parce que j'ai l'impression d'être champion du monde, parce que c'était des gars en or. Voilà, Kurt Zouma, il était adorable, Paul Pogba, il était fantastique. C'était des jeunes qui avaient encore l'insouciance. Moi, j'étais jeune aussi, 2013, j'ai 21 ans. Donc, on avait le même âge quasiment. J'avais un an de plus qu'eux, pour la plupart. Et on avait l'impression d'être proche d'eux. Et je me souviens, j'ai découvert des mecs qui étaient vraiment géniaux, qui avaient l'insouciance de l'âge, le naturel, la sincérité. Florian Thauvin, un mec en or qui vivait une séquence incroyable, un été tumultueux, et qui était un mec qui gardait la tête sur les épaules, responsable, bienveillant, bien éduqué, loin de ce que certains disaient à l'époque. Umtiti, toujours là à faire une petite vanne déjà à l'époque. Alphonse Areola, toujours en train de chambrer, essayer de se bagarrer. Des mecs, Alexis Bossetti, le fou furieux, qui était déjà fou furieux. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être dans le groupe. Et j'ai porté la Coupe du Monde. Voilà, j'ai fait une photo avec. Et, et c'était dingue. C'était dingue. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Et j'étais vraiment heureux pour ces gamins-là qui méritaient de gagner cette Coupe du Monde. C'était le dernier titre qui manquait au palmarès français. Et je me suis régalé, Eric. Mais tu vois, quand j'en parle, j'ai des frissons, quoi. Parce que on pouvait boire des coups au bord de la piscine. On pouvait manger des kebabs à 4 heures après l'entraînement, alors que voilà, c'était pas normal, en cachette. C'était vraiment un très grand moment et j'ai été tellement fier de les voir arriver derrière l'équipe de France. Et parfois, quand je croise un d'eux, on en reparle sur les terrains. Et ces gens-là, je les ai recroisés en équipe de France un an après. Ils ont fait la Coupe du Monde pour certains. Et en fait, ils ont été champions du monde en 2018 pour d'autres. Donc, quand on repense à ce chemin-là, je me dis que c'est cette Coupe du Monde qui a changé ma vie aussi, pour moi. Et quand ils sont revenus en France, ils ont été voilà, reçus, ils ont eu beaucoup de communication. Bah, tous, ils sont venus à RMC en studio. Ils sont passés par la case RMC, BFM, parce qu'on avait créé un lien, quoi. Et je suis fier de ce lien. C'est une super histoire. C'est Ouais. une super histoire. Il me reste une question dans cette série. On parle des sportifs, donc de cette relation humaine aussi, au-delà du professionnel que vous avez su instaurer les uns envers les autres. Est-ce qu'il y a un sportif qui te ferait faire des kilomètres pour le voir jouer? Et quand je dis un sportif, on sort du cadre du foot et ou que tu as la frustration de ne pas avoir, puisque malheureusement, il ne jouerait plus. Est-ce qu'il y a un sportif qui est pour toi quelqu'un voilà, Bah, qui te ferait faire une chose limite insensée? Bah, il n'y a même pas à dire, c'est Zidane. Zidane, j'aurais rêvé connaître Zidane dans les années girondines. J'aurais rêvé voir Zidane jouer en 98 en équipe de France. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur fantastique. Il est capable quand je revois les images de ces matchs avec la Juventus Turin dans les années 90, mais c'est dingue. C'est un joueur qui était formidable et je regrette de ne pas l'avoir plus vu jouer au stade. Merci Mohamed, on va respirer et puis on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de Pressentiment avec monsieur Mohamed Bouafsi. À tout de suite. À tout de suite. Deuxième partie de Pressentiment avec ce bonhomme qui a le sourire, qui est la joie de le vivre. Enfin, c'est super. C'est aussi. Non, c'est toi qui me donne le sourire parce que t'es en pleine forme, t'es motivé. J'ai l'impression qu'on va commenter un triplé des Girondins. C'est un truc de fou là. Non mais alors, j'ai envie de te dire que moi, j'assume le fait d'être supporter du club pour lequel j'œuvre parce que je suis né bordelais et que je mourrai bordelais. Et que c'est un très grand club surtout. Et que c'est un très beau club. Aussi. Mais on va parler des Girondins tout à l'heure, puisque au terme de notre échange, on aura une question scapulaire qui est immuable à toutes celles et ceux qui aiment le foot. Et Karine Galli, qui est, on le sait, née marseillaise, eh bien, a eu un formidable souvenir à évoquer avec le club au scapulaire. On aura tout à l'heure, quel teasing de malade, on aura tout à l'heure ton ressenti sur le club et sur un souvenir qui t'aura marqué. Deuxième série de questions avec Pressentiment, avec Mohamed Bouafsi. Comment tu appréhendes les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un community manager maintenant ou est-ce que c'est toi qui gères tes réseaux? Et comment toi tu vis ça, les réseaux sociaux? Alors ça, c'est une très bonne question parce que
J'ai Tu peux vu. redire, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, c'est Eric. J'ai vu les réseaux sociaux évoluer, évoluer différemment, évoluer parfois avec, j'ai des regrets envers ça parce que je trouve qu'on est de plus en plus violent avec les réseaux sociaux, mais j'ai une relation euh, presque antinomique avec les réseaux sociaux parce que on a eu Thomas Tuchel pour sa première interview en France sur le plateau de Breaking Foot. On a eu aussi Jacques-Henri Hérault. On a eu plein d'invités. On a eu vraiment des très bons coups en plateau. Christophe Galtier, Julien Stéphan. Donc, on a fait plein de bonnes choses. Et cette émission-là, elle avait une très belle cote de popularité et elle était regardée quand même par pas mal de monde sur un créneau qui était difficile. Et donc, un soir, d'habitude, je recevais en sortant de l'émission, je regarde toujours mon téléphone, je reçois environ 50 messages, 60 messages, pas plus, ce qui est pas mal déjà, mais pas plus. Et là, ce soir-là, je reçois mais quasiment 1500 messages, 2000 notifications sur l'émission. Et donc, je reçois 2000 notifications. Je reçois 2000 notifications des gens qui me disent oui, il y a un souci. Alors là, je dis qu'est-ce qui se passe? Je regarde le truc. Et en fait, il y avait un gamin qui était fan de moi, qui avait fait une tentative de suicide. Et donc, ce gamin, il avait fait la même école de journaliste que moi et il avait un gros problème et il fallait vite réagir et vite le sauver. Et en fait, j'ai appelé ma directrice de mon ancienne école qui s'en est occupée. On a aussi appelé avec l'aide de Bruce Toussaint qui travaille avec moi aujourd'hui. Et grâce à ces messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, on a pu très vite identifier ce gamin, très vite identifier ce jeune et on l'a sauvé. Enfin, les pompiers l'ont sauvé, grâce à Dieu. Les pompiers ont été formidables et ça s'est joué à pas grand-chose. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux et grâce au fait qu'on passe très vite un coup de fil et que très vite on puisse aider ce gamin. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que j'envoie bientôt un petit message à ce jeune parce que j'ai pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Et comme quoi, les réseaux sociaux parfois peuvent servir de choses incroyables parce que il m'adorait, il avait fait la même école que moi, il voulait un peu suivre mon chemin. Et donc, grâce à ça, et grâce au message qu'on a vu sur son compte qui était vraiment très inquiétant, on a pu vite réagir, appeler les pompiers qui sont allés chez lui en urgence et on a pu le sauver. Voilà. Et donc là, on se dit que les réseaux sociaux, pour ça, c'est formidable parce que ça a permis de sauver une vie. Et ce jeune-là, je lui souhaite plein de bonnes choses. Il doit avoir beaucoup de talent et il faut rien lâcher parce que parfois, on a des moments difficiles. Et ça, c'est les bons côtés. Mais les mauvais côtés, c'est parfois des gens qui sont durs, qui sont méchants, qui insultent pour pas grand-chose, qui sont malveillants, qui vont parfois chercher des choses diffamatoires, des choses dans la calomnie. Et pour moi, ça fait mal parce que on est une génération avec l'anonymat qui va chercher de la méchanceté gratuite, qui va tenir des propos méchants. Et pour moi, c'est pas la vie que, tu vois, c'est pas la vraie vie, quoi. Tu vois, c'est pas le bien, tu vois, on n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour se haïr. Alors, je dis pas que non plus la vie, c'est les bisounours, hein, je sais que c'est pas les bisounours, mais quand c'est gratuit, je réagis. Et comme je te le disais, moi, Angéline, elle me dit souvent, mais putain, mais t'es complètement fou de prêter autant d'attention à ce genre de choses. Pour moi, c'est des choses qui sont pas importantes, mais j'ai envie de dire, parfois, je prête trop attention à ça parce que pour moi, c'est intéressant d'avoir la vie des gens. Et moi, j'ai ce petit défaut méditerranéen, c'est que j'aime bien qu'on m'aime. Voilà, j'aime bien être aimé par les gens parce que voilà. Pas ce métier, sinon. Oui, parce que je ferais pas ce métier, parce que je ferais un truc, peut-être un métier d'entreprise ou je serais derrière un bureau. Mais moi, j'aime bien voilà transmettre mes émotions, transmettre mes valeurs. Et parfois, je trouve que les réseaux sociaux sont durs ou vont chercher des choses qui sont fausses. Et parfois, on écrit à ma compagne, ça va trop loin, tu vois. Parfois, ma mère a reçu des messages, parfois aussi. Donc, tu vois, tu te dis, tu fais pas ça pour ça. Bien sûr. Et certes, voilà, parfois certains te diront c'est la rançon de la gloire, mais c'est vrai que parfois ça peut être dur au quotidien. Une question sur laquelle tu vas là aussi probablement faire 1 heure et demie, et c'est pas un reproche. Et écoute bien parce qu'elle est bicéphale. La première partie, c'est. Il joue bicéphale. Tu as 2 parties. Non, mais il joue, c'est une blague, mais c'est pas grave. J'ai pas entendu pendant ce que tu m'as dit. Il joue bicéphale. Autant pour moi, je la garde. Le mec, c'est très premier degré avec les œillères. Quel est, architecturalement parlant ou esthétiquement parlant, je parle bien de l'esthétisme, le plus beau stade dans lequel tu t'es rendu? On parle bien d'architecture. Je prends une gorgée d'eau. Je fais pas de pub, mais c'est une marque de la maison.
Alors là, en termes d'architecture, Ouais. c'est une bonne question. En termes d'architecture. Alors, je vais en citer deux. Je vais citer Donc, le tu réponds Maracana. pas à ma question, là, tu m'en dis deux. Donc. Ah ben, bah, je vais choisir. Bah, tu vois, Non, mais non, vas-y, dis les deux, Ah, vas-y. je vais dire le Maracana. Le D'accord. côté un Attends, peu. actuel? Ah oui, actuel. L'actuel, parce que j'ai pas connu l'ancien, mais à Rio de Janeiro, le côté un peu soucoupe volante, tu vois, le côté en plein milieu de Rio, un énorme truc, une soucoupe volante avec ce rond là qui est incroyable. Et je vais citer le Parc des Princes quand même. Le Parc des Princes a une architecture vraiment, c'est ce côté, presque ce côté royauté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais l'extérieur un peu, je trouve que c'est un stade qui est quand même, en termes d'architecture, vraiment très beau. La même chose, mais là, je vais te parler d'ambiance. Ah oui. En France et ou à l'étranger. C'est-à-dire que tu pourrais me dire en Ouais. France, tu parlais de Lorient, au Moustoir, euh, ou à l'étranger. Euh, quel stade t'a le plus impressionné? Deux stades. Je vais citer le Vélodrome. Le Vélodrome pour moi. Non mais je vais citer Eric, je te jure, je vais citer le Vélodrome pour une raison très précise, c'est que personne ne peut connaître l'ambiance du Vélodrome si, enfin là j'exagère, j'allais dire personne ne peut le connaître. Non mais en gros j'ai eu la chance de vivre le OM PSG de 2014 avec Bielsa, où l'OM mène à la mi-temps. Et l'ambiance, et je me rappelle encore parce que j'ai revu le match à la télé quelques semaines plus tard, enfin sur internet, mais les propos de Grégoire Margoton qui dit on va juste se taire et vous laisser vivre l'ambiance. Et franchement, le tifo qui était magnifique, exceptionnel, 65 000 personnes, cette ambiance de dingue, 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 c'était fou. Je te jure, Eric, c'était complètement fou. Et ce vélodrome, avec ce stade dans la ville, avec cette émotion, cette passion débordante, bien évidemment, quand ça gagne et quand il y a un grand match, c'est incroyable. Oui, mais est-ce que c'est citer... pas, pardon, je te coupe moi-même, mais quand Ouais. tu dis ça, un grand match avec un bon résultat, est-ce que c'est pas le cocktail gagnant de tous les stades du monde? Oui, mais tu vois, je vais te citer deux stades. Un Vélodrome et deux le Juventus Stadium à Turin. Il y a 45 000 places, donc c'est pas 80 000. Et quand il y a une ambiance, quand c'est en Champions League, c'est impressionnant. Les supporters de Turin sont fous derrière le COP, etc. C'est magnifique. C'est pas un stade commercial. J'ai vécu Manchester, Old Trafford, c'est un stade commercial, il n'y a pas d'ambiance. J'ai vécu, alors tu vois, je vais te décevoir un petit peu, mais Anfield, je m'attendais à un truc de fou. Allez, salut. Hein. Je m'attendais, non mais Eric, je m'attendais Anfield. J'ai vécu non, pourtant mais des grands matchs. T'as vu quel match, Anfield? J'ai vu Liverpool-Barcelone, bah, tu vois. J'y étais. Mais comment tu peux me dire ça? Eric, j'y étais. Encore celui-là, je te le laisse. Mais j'ai vécu Liverpool-PSG. Mais moi aussi, j'y étais. Et là, tu peux pas me dire que c'est sur le but de Firmino. Mais sur le but de Firmino. Mais non, je suis pas d'accord. J'ai pas vécu. J'étais au bord terrain et j'ai pas vécu un truc de ouf. Tu vois, j'étais pas non plus dingue. J'étais à St. James Park. À Newcastle, on m'a dit c'est fou. Les supporters anglais, ils sont dingues à Newcastle. Ils arrachent tout. Ils sont complètement fous. J'ai pas vécu ça. Et c'était un derby contre Sunderland en plus. J'ai été au Signal Iduna Park à Dortmund. Tout le monde m'a dit le mur jaune, c'est fou, c'est incroyable, 20 000 personnes. J'ai pas été impressionné. J'étais à Bernabeu, alors là, j'ai pas été impressionné du tout, au Camp Nou. Donc, mais en revanche, le Juventus Stadium, j'ai fait Lyon PSG, j'ai fait Lyon Saint-Etienne. C'est une très belle ambiance. C'est une très belle ambiance. Hein. Mais c'est pas. En revanche, je me rappelle que le Parc des Princes, quand j'étais petit, avant le plan Le Prou, c'était fort, c'était puissant. Et après, j'ai vécu Marseille PSG et Marseille Lyon. Mais après, certains diront que le Marseille Leipzig, c'est complètement fou, ce Marseille Leipzig avec le scénario. Mais c'est vrai que le cocktail scénario d'un match, plus, tu vois, je vais te redonner un autre exemple. Le Marseille PSG du 2-2, avec Cavani qui marque à la dernière seconde. Sur le coup franc. Sur le coup franc. Le stade, quand Thauvin marque, il est en furie, il tremble le stade. En plus, il a ce côté un peu fermé où on a l'impression que ça va bouillonner. Et je vais te citer un autre exemple. Enfin, dans le même match, sur le but de Cavani, t'entends plus un bruit. Une climatisation dingue. Plus un bruit. Mais tu te dis, moi, si t'es un peu un personnage qui aime bien les ambiances, tu te dis, mais il y a 65 000 personnes là.
C'est ça aussi. C'est ça aussi un stade. C'est dans un moment de folie, une ambiance débordante, des cris, etc. Mais sur un but où il y a 65 000 personnes, t'as rien, le silence. Et ça, c'est pour moi fou. Top of the Foot, 18h, 21h du lundi au jeudi. Oui. Mais dans Pressentiment, mesdames, messieurs, Mohamed Bouaksy, pour les 2 dernières questions, je te remercierai après, mais j'ai envie qu'elle ait envie de le faire. Merci. Merci d'être à toi, Eric. avec nous. Tu parlais de la Coupe du Monde de 2013, tu as parlé du Brésil, tu as parlé de la Russie. Quand retentit la Marseillaise dans un stade où tu travailles, est-ce que tu te lèves, est-ce que tu la chantes? Comment tu vis ce moment-là? Alors, je me lève toujours et je la chante toujours. Même à la maison, quand je ne suis pas au stade. C'est-à-dire que ma compagne me filme souvent. Notre chien fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Je me lève toujours parce que pour moi, c'est un moment fort. C'est mon pays. Je suis fier d'être français. Je pense qu'on a le plus beau pays du monde. Je m'en fous des avis contraires. On a des régions exceptionnelles. Je suis fier des valeurs de la République, fier de ce qu'on représente, fier aussi de nos valeurs républicaines, de nos valeurs de laïcité, de nos valeurs qu'on a appris à l'école. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et la Marseillaise résume ça. J'estime que chacun doit avoir peut avoir un regard différent sur la Marseillaise, qu'on la chante ou qu'on la chante pas. On n'est pas obligé de la chanter. On n'est pas obligé de la chanter. Si quelqu'un ne veut pas la chanter, ben c'est son droit. Platini ne chantait pas la Marseillaise, par exemple. En revanche, personnellement, je la chante toujours. Quand j'étais jeune, je mettais même la main sur le cœur. Bon, aujourd'hui, j'ai arrêté parce que chanter tout seul devant sa télé comme ça, ben, c'est un peu ridicule quand même. Mais je me lève toujours, je la chante parce que je trouve que ça représente nos valeurs de partage, de solidarité, nos valeurs communes, qu'on soit noir, arabe, blanc, juif, qu'on soit d'une quelconque origine, qu'on ait une différence de couleur de peau, qu'on soit de toutes les origines possibles. Et je trouve que on doit être fier d'être français. On doit être fier. On va pas non plus aller jusqu'à l'époque Black Blamber, mais on a l'un des plus beaux pays du monde. Parfois, on l'oublie. Et ça serait bien qu'on soit un peu plus solidaire parfois. Voilà, qu'on soit blanc, jaune, vert, rouge, qu'on soit des couleurs de Power Rangers. Je m'en fiche, mais c'est quelque chose de formidable pour moi. Je vais enlever cet extrait et le mettre tous les jours sur Twitter et sur Facebook pour qu'il soit lu et entendu, parce que je souscris tellement à ce que tu dis. Ça devrait être tellement une évidence. Mais en fait, il faut pas qu'on fasse la. Tu vois, on vit une période difficile. Là. Il y a eu le match arrêté entre le PSG et Başakşehir. On peut pas. C'est important de le signaler. On peut pas dire c'est le noir là-bas. Ça pour moi c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on peut pas désigner une personne par sa couleur de peau. Ça c'est quelque chose de très important pour moi. Mais c'est des moments difficiles qu'on vit. Mais en revanche, on doit se retrouver en une force commune. Et notre force commune, bah, c'est notre communauté nationale, c'est la France, et c'est les valeurs qu'on retient de l'école. Et donc, c'était important pour moi de te dire qu'on soit d'une quelconque religion, d'une quelconque couleur de peau, d'une quelconque origine, d'un quelconque quartier populaire, d'une campagne, d'une cité, d'une zone rurale. Pour moi, c'est important de dire que notre pays nous rassemble. Et parfois, on oublie trop ces valeurs d'autorité, un enseignant, une infirmière, un médecin, ces valeurs aussi, les maîtres, les maîtresses. Et la France, pour moi, c'est un pays qui est un pays qui a des valeurs morales très fortes. Et on doit être tous individuellement capables de retransmettre ces valeurs morales. Et si on ne prend pas notre part intime et peut-être minuscule dans la société, eh ben, le collectif ne pourra pas gagner. En fait, si on se comporte tous de manière individualiste, le collectif France, c'est comme une équipe de foot, en fait. Si on est tous dans notre petit coin à faire nos petits trucs, à profiter d'un système, à répondre négativement au système, eh ben, ce collectif-là, cette équipe France ne pourra pas réussir. Et on a tous une part de responsabilité. Et dans ces moments troubles, dans ces moments difficiles, il faut qu'on soit plus solidaires et il faut qu'on soit là les uns pour les autres. C'est difficile de parler d'autre chose une fois qu'on a dit des choses, que tu as dit des choses aussi importantes, mais je suis obligé d'enchaîner sur
sur ce qui est le dénominateur commun de ta présence dans Pressentiment. Ce sont tes sentiments et c'en est un. Et c'était bien que tu aies pu l'exprimer. Je vais parler foot encore, pardon, Mohamed. C'est ta vie 18 heures par jour, peut-être même un peu plus parfois. Il y a un syndrome sur cette question, c'est presque envie de dire le syndrome Vicente Lizarazu, Gilbert Bribois. Parce que cette question-là, pour faire court, c'est quand même super complexe. On va voir ce que ça va donner dans la bouche de Mohamed Bouafsi. Quid de la VAR, monsieur Bouafsi? Alors moi, je suis pour la VAR. Je suis pour la VAR pour une raison très simple, c'est que j'estime que ça enlève certaines formes d'injustice. Le problème de la VAR, pour moi, c'est pas le fait qu'elle existe, c'est son utilisation. Et on fait trop appel à la VAR. Et on doit responsabiliser beaucoup plus l'arbitre central. C'est-à-dire que l'arbitre central, ça doit être lui qui doit déterminer s'il a besoin d'appeler la VAR ou pas. Et il faut qu'on les responsabilise, ces arbitres, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les soutienne. Je trouve ça choquant, par exemple, qu'ils ne s'expriment pas après les matchs. En Italie, je viens de voir qu'ils allaient créer un site pour qu'ils puissent expliquer leurs décisions. Mais je suis pour la VAR parce que pour moi, elle retire des injustices. C'est-à-dire que s'il y a un but hors jeu sur une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde, c'est l'injustice pour tout un pays. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inadmissible. Je déteste depuis tout jeune les injustices, mais même dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui ne supporte pas quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une injustice. Donc, pour moi, c'est très important qu'on ne puisse pas laisser une victoire sur un fait de jeu, une erreur. Et ça, pour moi, c'est important. Merci, Mohamed, pour avoir répondu à cette question sur la VAR en finalement moins de temps que toutes les autres questions. Ça a été incroyable. Pressentiment avec Mohamed Bouafsi, qu'on retrouve donc tous les jours du lundi au jeudi, et puis à travers les terrains d'Europe, en bord de pelouse, et après pour aller chercher des réponses à des gens qui ne veulent pas forcément les donner. Merci beaucoup, merci à toi, Eric. Merci pour ce très bon moment. Salut. Salut. La question scapulaire avec Mohamed Bouafsi d'RMC, BFM, enfin bref, tout le groupe de la maison, un bâtiment magnifique, un journaliste magnifique. La question scapulaire, s'il te plaît, Mohamed, quel est le souvenir le plus prégnant que tu aies vécu, directement ou indirectement, avec les Girondins de Bordeaux? Non, les plus gros souvenirs que je peux avoir, Eric, avec les Girondins, c'est le fait que les Girondins, ça fait 42 ans qu'ils battent à chaque fois l'Olympique de Marseille ou qu'ils font match nul à domicile, que ça soit à Chaban, que ça soit au Matmut aujourd'hui. C'est quand même une série qui est ouf, qui est historique. Après, le deuxième élément, c'est le titre des Girondins avec Laurent Blanc. Cette équipe, elle était magnifique, ça jouait bien. Johan Gourcuff a réalisé une saison fantastique. Chamac, un vrai jeu léché. Et un jeu qui était vraiment distrayant. On prenait du plaisir à regarder les Girondins de Bordeaux. Ensuite, je vais garder un souvenir plus personnel. C'est les multiples échanges que j'ai eus avec Nicolas de Taverneau sur le football, l'ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux. J'avais la chance de l'interviewer quasi une fois par an, ou une à deux fois par an, sur son amour des Girondins, son projet, etc. Et j'ai toujours été étonné de voir son affection pour ce club, le fait qu'il était vraiment attaché. Et même, on a continué ces échanges quand le club a été vendu parce qu'il voulait vraiment voir la réussite des Girondins. Ça lui a fait mal parfois. Et c'est vraiment quelqu'un qui est attaché à ce club-là, qui est attaché à cette ville. Et j'ai toujours été étonné de voir sa connaissance pointue de la situation des Girondins, de la situation des joueurs. C'est quelqu'un qui adorait le football et adorait les Girondins de Bordeaux. Et ce lien qu'il avait avec Bordeaux, ça m'a toujours impressionné de me dire, il est le plus grand patron d'une des plus grandes chaînes, d'un des plus grands groupes médias français. Mais non, il veut savoir combien les Girondins ont fait. Il veut savoir si la vie au club se passe bien, si le vestiaire est en place. Et ça m'a profondément touché de voir qu'on peut être un énorme patron, un big patron, mais avoir un lien quand même avec la base assez fort. Mohamed Bouafsi avec la question scapulaire. Merci Mohamed. Merci beaucoup Eric. Et merci à très bientôt à Bordeaux. À très bientôt. Partout et tout le temps. Allez Bordeaux. Salut Mohamed. Merci Eric. Ciao. Au revoir.